بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1 في المودule théorie de signal pour l'essence de S4. Quel est l'objectif de ce module? C'est bien sûr acquérir les notions de base et les connaissances théoriques élémentaires pour décrire et représenter les signaux. Deuxièmement, comprendre le principe et les limites des méthodes de traitement et mettre en œuvre des méthodes de traitement simples. Quelles sont les connaissances préalables recommandées? Donc, vous avez des cours de mathématiques de base. On passe maintenant au contenu de ce module. On va commencer chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Chapitre 2, série de Fourier. Chapitre 3, la transformée de Fourier. Chapitre 4, produit de convolution et corrélation. Chapitre 5, la transformée de Laplace et la fonction de transfert. Et on termine avec chapitre 6, système échantillonnage et la transformée en Z. Le mode d'évaluation de ce module, donc vous avez TD 40%, l'examen final 60%. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Et comme d'habitude, on commence par une définition. C'est quoi un signal? Un signal, tout simplement, c'est une entité qui peut être électrique, onde acoustique ou bien lumineuse, suite de nombres, etc., engendrée par un phénomène physique qui sert à véhiculer une information. Cette information peut être musique, parole, image, température, V1, un canal, bien sûr. Un signal expérimental est souvent électrique, sous forme de tension, courant, en fonction du temps délivré par un capteur ou bien un appareil électrique. On va voir maintenant des exemples des signaux. On peut considérer comme signal les ondes acoustiques, la parole, la musique, les signaux biologiques, EEG, ECG, la tension au bord d'un condensateur en charge, des signaux géophysiques, vibrations sismiques, finance, cours de la bourse, débit de la scène, images, vidéo, etc. Maintenant, on va définir c'est quoi le bruit. Le bruit, c'est un phénomène perturbateur gênant, la perception ou bien l'interprétation d'un signal utile. Le canal de transmission, c'est le support du signal. Il va constituer une liaison entre un émetteur et un récepteur, bien sûr. Il va aussi être accompagné par des dégradations telles que le retard, la distorsion, l'adjonction de bruit, etc. On va définir maintenant c'est quoi la théorie de signal. La théorie de signal s'intéresse à l'étude mathématique des caractéristiques des signaux. Pour le traitement de signal, c'est la manipulation de l'information afin d'extraire le maximum d'informations utiles d'un signal perturbé par le bruit, suivi d'une analyse afin d'extraire un caractère particulier du signal. Quels sont les domaines d'utilisation? On trouve dans le domaine de télécommunications, techniques de mesure, etc. Études de vibrations mécaniques, surveillance de process industriels, domaine de radar, l'acoustique, reconnaissance de forme, traitement d'image, analyse biomédicale, géophysique, etc. On passe maintenant aux définitions d'un signal causal. Le signal causal, c'est tout signal nul pour toutes les valeurs négatives du temps. On dit qu'un signal est causal, sa réponse est nulle pour t inférieur à 0. Quelles sont les fonctions du traitement des signaux? On va commencer par la synthèse. C'est quoi la synthèse? Tout simplement, c'est la création de signaux par combinaison de signaux élémentaires. Dans cet exemple, vous avez 3 types de signal sinusoïdal et chacun sa fréquence. Si on va faire la somme des 3 signaux, on obtient le signal suivant à la fin. On passe deuxièmement à la modulation. Donc, la modulation, c'est l'adaptation du signal au canal de transmission. Exemple de modulation, donc vous avez le signal plus multiplié par une onde porteuse. Nous avons le signal multiplié par une onde porteuse pour arriver à une onde porteuse modulée. On passe maintenant à l'analyse. C'est quoi l'analyse? C'est l'interprétation des signaux. On peut faire l'analyse pour la détection, c'est-à-dire on va isoler les composantes utiles d'un signal complexe, extraire du signal d'un bruit de fond. Identification, c'est le classement du signal, identification d'une pathologie sur un signal ECG,
reconnaissance de la parole, etc. Dans cette figure, vous voyez un son voisé sans spectre et la deuxième, un son non voisé et sans spectre, bien sûr. On peut aussi utiliser le traitement de signal pour la transformation. C'est quoi transformation? C'est adapter un signal au besoin. Fait le filtrage, c'est-à-dire on va faire élimination de certaines composantes, détection de craquement sur un enregistrement, détection de bruit sur une image, annulation d'écho, etc. Fait le codage et compression, on peut trouver le JPEG, le MP3, le MPG4, etc. Troisièmement, on va voir c'est quoi une chaîne de traitement de l'information et le traitement du signal. Toujours, on va commencer par un système physique. Le signal va être l'entrée d'un capteur accompagné de bruit. À la sortie de capteur va être passé par la transmission, toujours accompagnée du bruit. On arrive au récepteur. À la fin, on peut faire soit des traitements, analyse, extraction d'informations, reconnaissance de forme, etc., compression, ou bien on va refaire l'opération à zéro. Quatrièmement, on va passer à la classification des signaux. On peut envisager plusieurs modes de classification pour les signaux suivant leurs propriétés. Et on va commencer par la classification phénoménologique. On considère la nature de l'évolution du signal en fonction du temps. Il apparaît deux types de signaux. Premièrement, nous avons les signaux déterministes. Ce sont des signaux certains et leur évolution en fonction du temps peut être parfaitement modélisée par une description mathématique ou bien graphique. On retrouve dans cette classe les signaux périodiques, apériodiques, les signaux transitoires et aussi à support borné ou bien durée limitée, etc. Dans la première figure, on trouve un exemple d'un signal périodique, c'est-à-dire quel que soit, il existe t, la période t, pour que x de t vérifie la condition que x de t égale x de t plus kt. Apériodique, donc, pour les signaux non bornés et transitoires, les supports bornés. C'est quoi un signal réel? C'est un signal représentant une grandeur physique. Son modèle mathématique, c'est une fonction réelle. Exemple, la tension aux bornes d'un condensateur. Et aussi, on peut trouver les signaux aléatoires de type stochastique. Ce sont des signaux dont l'évolution temporelle est imprévisible et on ne peut pas prédire la valeur à un temps t. La description est basée sur les propriétés statistiques des signaux. On trouve la moyenne, la variance, la loi de probabilité. C'est quoi un signal aléatoire stationnaire? Donc, il est stationnaire, tout simplement, c'est les caractéristiques statistiques ne varient pas au cours du temps. Exemple, le résultat d'un jet d'un dé de lance. Toutes les secondes, on trouve une moyenne, par exemple, égale à 3,5 avec un écart type qui est égal à 1,87. Voici un exemple d'un signal stationnaire. Dans la deuxième figure, il est non stationnaire. On passe maintenant au deuxième type de classification, c'est la classification énergétique. Si vous avez un signal x de t défini sur un intervalle de moins l'infini à plus l'infini, avec t0 un intervalle de temps, pour calculer l'énergie du signal x de t, on doit passer par la formule suivante. Donc, E, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Ou bien, E égale, c'est la limite de t0 tend vers plus l'infini, l'intégrale de moins t0 sur 2 à plus t0 sur 2 de x de t élevé au carré dt. Pour la puissance moyenne de x de t, p égale la limite de 1 sur t0 quand t0 tend vers l'infini, l'intégrale de moins t0 sur 2 à plus t0 sur 2 de x de t élevé au carré. Elle est homogène. La puissance, elle est homogène à l'énergie divisée par le temps. Maintenant, si on va parler le cas des signaux périodiques de période grand T, on doit passer par la formule suivante. P égale, c'est 1 sur grand T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de x de T élevé au carré dt. On distingue les signaux à énergie finie. Ils possèdent une puissance moyenne nulle et énergie finie. C'est le cas des signaux représentant une grandeur physique, des signaux transitoires à support borné. Et on trouve aussi les signaux à puissance moyenne finie. Ils possèdent une énergie infinie et sont donc physiquement irréalisables. C'est le cas des signaux périodiques, notion valable pour les signaux aléatoires et déterministes aussi.
Troisième type de classification, c'est la classification énergétique. Pardon, on a terminé avec la classification énergétique, on passe à la classification morphologique. Pour morphologique, c'est-à-dire selon la nature de signal, selon que le signal x de t ou la variable t est continue ou bien discrète, on distingue quatre types de signaux. Nous avons des signaux analogiques, c'est l'amplitude et le temps sont continus. Les signaux quantifiés, l'amplitude est discrète et le temps est continu. Les signaux échantillonnés, donc l'amplitude est continue, le temps est discret. Et on termine avec les signaux numériques, dont l'amplitude et le temps sont les deux discrets. Donc le passage continu, le continu, on trouve en variation d'amplitude. Donc, continu discrète, c'est échantillonnage. Discrète, c'est la quantification pour avoir un signal numérique. Quatrième type de classification, c'est la classification spectrale. Donc, on a l'analyse spectrale d'un signal, c'est la répartition énergétique en fonction de la fréquence, conduit à une classification. Nous avons les signaux de basse fréquence, les signaux de haute fréquence, les signaux à bande étroite et les signaux à large bande. Comme exemple, on va passer maintenant à l'exemple des signaux particuliers. Les signaux particuliers, qu'il y en a plusieurs. Afin de simplifier les opérations ainsi que les formules obtenues, certains signaux fréquemment rencontrés en traitement du signal disposent d'une modélisation propre. Nous avons la fonction signe, signe de t égale à moins 1 pour t négatif égale à plus 1 pour t positif. Voici sa représentation graphique et par convention, on admet que pour valeur à l'origine, nous avons signe de t égale à 0 pour t égale à 0. On passe maintenant la fonction échelon, donc l'échelon égale à 0 pour t négatif égale à plus 1 pour t positif. Voici sa représentation graphique. Troisième fonction, c'est la fonction rampe, r de t égale à t par l'échelon u de t. C'est un intégral de moins l'infini à t de u de taux d taux. Fonction rectangulaire, nous avons que règle de t sur grand T égale à 1, donc c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre f 0 et la période égale à t. Donc est égal à 1 pour t sur la valeur absolue inférieure ou inférieure à 1 demi et 0 pour t sur grand T en valeur absolue soit supérieure à 1 demi. Voici sa représentation graphique. C'est un signal d'amplitude égale à 1, centre F0 et la période égale à grand T. Maintenant, la forme générale d'une porte de centre T0 et de largeur grand T est donnée par x de t égale à rec de t moins T0 sur grand T. Sachant que A, c'est l'amplitude, T0, c'est le centre et grand T, c'est la largeur. Maintenant, pour l'impulsion de Dirac, on commence par une définition. Si vous avez fait une fonction, la distribution de Dirac ou bien l'impulsion de Dirac est définie par Dirac de phi égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de t par Dirac de t dt égale à phi de 0. Le Dirac est appliqué à une fonction égale la valeur de la fonction en 0. Nous avons une remarque. Il n'existe pas de fonction Dirac vérifiant cette propriété. Cependant, pour des raisons de commodité, on la note souvent comme une fonction de temps Dirac de t. Et elle est représentée par Dirac de t égale à l'infini pour t égale à 0, égale à 0 pour t différente de 0. On la schématise par le symbole flèche vers le haut et la marque 1. Le 1 marqué sur la flèche pleine représente l'air ou bien l'énergie de cette impulsion et non la hauteur de l'impulsion. Nous avons d'autres définitions. On peut encore considérer comme la dérivée de la fonction échelon. Dirac de t, c'est la dérivée de l'échelon par rapport au temps. Maintenant, à partir d'un signal porte bien la fonction rectangulaire. Donc, Dirac de t, c'est la limite de 1 sur taux quand taux tend vers 0 de règle de taux t. On passe aux propriétés maintenant et on va commencer par les intégrales. Donc, vous avez toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini Dirac de t dt égale à 1. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t Dirac de t dt égale à x de 0. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t moins t0 dt égale à x de t0.
On va parler maintenant du produit. Donc, vous avez x de t par Dirac de t égale x de 0 par Dirac de t égale à x de 0. X de t multiplié par Dirac de t moins t0 égale à x de t0. Dirac de t moins t0 égale à x le point t0. Sixième fonction, c'est la peigne de Dirac. C'est quoi une peigne de Dirac? C'est une somme infinie d'impulsions de Dirac régulièrement espacées de t0. Nous avons la peigne Dirac de t0, c'est la somme de Dirac de t moins kt0, sachant que k commence de moins l'infini à plus l'infini. Voici sa représentation graphique. Parmi les propriétés, nous avons, un signal x de t multiplié par la peigne de Dirac de période t0 égale la somme pour x de kt0, Dirac de t moins kt0, k toujours varie de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, la multiplication d'un signal par la peigne de Dirac, c'est tout simplement échantillonnage de la fonction x de t. Cette suite, bien sûr, est appelée parfois trait d'impulsion ou bien fonction d'échantillonnage. Ce type de signal est principalement utilisé en échantillonnage. Septième fonction, c'est la fonction triangulaire. Nous avons tri de t défini par égale à 1 moins la valeur absolue de t pour la valeur absolue de t inférieure à 0, égale à 0 pour la valeur absolue de t soit supérieure à 0. D'une manière générale, nous avons x de t égale à a tri de t moins taux sur 2t. Donc, voici la représentation de notre signal triangulaire d'amplitude égale à 1 centre f0, de période égale à 1. Ici, c'est la représentation d'un signal d'amplitude égale à 1. Le taux, c'est le centre de symétrie et 2t, c'est la largeur de notre signal. On trouve aussi huitièmement la fonction sinus cardinal. La fonction sinus cardinal est définie par sinus cardinal de t égale sinus pt sur pt. Cette fonction, elle joue un rôle très important au traitement du signal. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.